Chère famille, que la paix soit sur vous. Je vous laisse vous connecter. Je vous laisse vous connecter et on pourra, in fine, commencer. Je vous laisse vous connecter. Donc, je cherche Romain Molina. Quand tu es là, Romain, fais signe. Je vous laisse vous connecter, la famille. Quand vous serez présent, on pourra commencer. Bonjour tout le monde, je vois que vous laissez beaucoup de messages. J'espère que vous allez bien, ça fait en tout cas plaisir de vous retrouver. Ça faisait quelques jours qu'on ne s'était pas retrouvés, on charbonne. Si vous saviez là, ce sur quoi on est, vous seriez tellement fiers et nos ennemis seraient en panique et ils ont bien raison. Alors, on va placer le décor, on va placer le contexte et une fois qu'on aura placé le contexte, on pourra rentrer dans le vif du sujet. J'attends que Romain puisse être connecté. D'accord, puisque c'est un live, c'est le premier live que je fais avec quelqu'un, d'accord, suite à sa proposition de le faire. Et je vais vous expliquer pourquoi, de manière très simple, j'ai accepté de parler de cette thématique, de parler de ce sujet qui, à prime abord, ne semble pas être très politique et pourtant ça l'est extrêmement, ça l'est profondément. Et vous allez très rapidement comprendre le pourquoi du comment. On vous laisse vous connecter, on vous laisse vous connecter. Romain, je ne te vois pas. Est-ce que tu sais comment... Alors, je ne sais pas si vous me voyez. Oui, vous me voyez. C'est bon. Donc, je ne vois pas. Bon, je pense que là, on va pouvoir commencer. Romain, je ne vois pas ton compte perso. Tu me dis sur WhatsApp que tu es là, mais je ne te vois pas. Donc, dis-moi exactement et puis comme ça, on pourra commencer. Santé à tout le monde, santé à vous. En tout cas, plus que jamais. Bon. Romain, tu me dis que tu es là, je ne te vois pas. Je vais commencer en tout cas. Et quand je te vois, je te fais signe. En tout cas, comme je le disais, donc c'est un bonheur, un honneur de vous retrouver. Vous avez été très nombreux à me demander, à demander à mon staff, à mon équipe, pourquoi ce, entre guillemets, featuring avec Romain Molina, pourquoi parler de cette thématique. La raison, tu es là dans les coms, Romain, mais il faut que tu fasses la demande. Je te vois marqué « Je suis là », mais il faut que tu fasses la demande et que moi, maintenant, je puisse t'accepter. Donc, tu dois faire la demande pour intégrer le live, sans quoi je ne pourrais pas te rajouter. Il faut que tu puisses faire la demande, Benjamin. Voilà. Donc, parce que pour l'instant, tu es dans les coms, mais tu n'es pas parmi ceux qui ont fait la demande d'intervenir dans le live. Donc, sans ça, je ne pourrais pas te rajouter. On va y arriver. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Non, Ah, voilà. OK. Envoyer l'invitation, c'est fait. Je t'ai envoyé l'invitation. Ajout en cours. Comme ça, on pourra commencer.
Voilà. Normalement, connexion en cours, c'est censé arriver. Ferme la porte. Voilà, Romain. Tu es là. On est Comment arrivé. vas-tu? Mais comment vas-tu? Déjà, On désolé. est prêt? J'ai mis envoyer C'est pas la grave. demande, donc ça ne marchait pas. Désolé. Il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est qu'on soit connecté. Alors, comme je le disais il y a quelques minutes, je vais placer le contexte, le décor, pour qu'on puisse par la suite rentrer dans le vif du sujet. Parce que de nombreuses personnes m'ont demandé pourquoi Kémy parlait de ce sujet. Est-ce que c'est un rapport particulier avec le panafricanisme? Bon, déjà, je suis toujours choqué qu'on puisse être surpris de la nécessité de parler de ce drame humain, de ce crime contre l'humanité, parce que pour moi, c'est ce que c'est, qu'est la pédocriminalité. Alors, je vais expliquer en quelques mots les plus synthétiques possibles. La raison première pour laquelle je me préoccupe de cette thématique, c'est parce que, et d'ailleurs ceux qui ont lu mes livres, qui sont quand même très nombreux sur cette page, le savent, j'ai commencé ma vie d'être humain par la pédocriminalité que j'ai connue pendant de nombreuses années lorsque j'étais petit, d'accord, que ce soit violé, que ce soit battu, par une femme d'ailleurs, comme quoi la pédocriminalité n'est pas simplement une thématique d'homme, il n'y a pas de restriction ou d'assignation à résidence d'un genre en ce qui concerne ce crime contre l'humanité. Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je sais être aussi dans la logique de pudeur quand c'est nécessaire. J'ai parlé de ça à une certaine période de ma vie, mais juste pour vous faire comprendre que je sais la violence de ce drame. Je sais à quel point, lorsqu'on détruit un enfant, on peut détruire, on peut tuer un adulte et qu'il faut être très solide pour être capable de transcender ces traumatismes-là, d'accord? Et donc, je suis extrêmement sensible et je pèse mes mots à cette logique de lutte contre le viol, de lutte contre la pédocriminalité de manière générale. Et donc, lorsque on s'est rapproché, on s'est connecté, j'espère que tu n'auras d'ailleurs pas d'ennui avec les médias mainstream. Je m'en fous. Pour la simple raison que tu t'es associé, entre guillemets, à celui qu'ils considèrent comme le diable aujourd'hui, sur un certain nombre de points. Mais dès que j'ai eu vent de tes travaux et qu'on a discuté, il m'est paru nécessaire, quand tu me disais qu'il était important que j'en parle, non seulement de faire venir sur mon support médiatique qui est ma page Facebook, qu'on puisse échanger et que tu puisses parler de ce que tu sais et que moi je puisse aussi ajouter un certain nombre de réflexions dans la dynamique du combat que nous menons contre un système. Parce que ce système, ce n'est pas contre les Blancs, comme certains imbéciles l'ont dit, c'est contre un système qui est la coordination, du moins la juxtaposition de deux élites, l'élite corrompue africaine, d'accord, avec l'élite corrompue française. Et si on veut aller dans la logique d'extension, l'oligarchie occidentale. Et donc, ce n'est pas une question de couleur, mais c'est une question de douleur, de drame qui touche l'être humain dans sa globalité. Et il était important que l'on puisse en parler. Et donc, Romain, je t'interroge aujourd'hui en tant que président de l'ONG Urgence Panafricanisme pour parler de cette pédocriminalité qui est plus qu'omniprésente dans la logique de la France-Afrique. La France-Afrique, c'est l'appellation qu'on donne au système colonial qui est donc soutenu par les deux élites, l'élite française et l'élite africaine de la zone, entre guillemets, franc. Et j'aimerais qu'on puisse parler de différents cas dans différents pays, notamment ce qui s'est passé au Faso, ce qui s'est passé en RCA, en Centrafrique. On fera une petite, comment dirais-je, entorse à la règle, puisqu'on va parler de la RDC qui n'est pas à proprement parler dans la France-Afrique, mais qui est, elle, reliée directement à la dynamique mondialiste de l'OMS, puisqu'il y a des drames qui se sont passés à cette occasion, il faut qu'on en parle. Et cerise sur le ghetto, parce que c'est de ghettoisation, c'est d'ostracisation de l'homme dont on parle par l'homme, de destruction de l'homme par l'homme, on parlera enfin du Gabon, où il y a trop, et je pèse mes mots, trop de choses à dire. Et je pense qu'il est important que l'on puisse révéler, se servir de l'audience qu'on a. On a plus d'un million de personnes sur cette page. Il est important que l'on puisse révéler cela et que tu puisses en parler avec les gens. Donc, Romain, est-ce qu'on peut parler déjà, en termes de pédocriminalité, comment, si on doit dresser pour le public une sorte de cadre, comment tu pourrais faire une corrélation entre le système de prédation néocoloniale et cette pédocriminalité qui est des plus présentes malheureusement dans ce système-là. Bon, déjà, je te remercie pour l'invitation et de t'intéresser à ce sujet-là parce que tu es l'un des seuls. Parce que ça, c'est le genre de sujet presque interdit, où personne n'en parle.
Donc voilà, je te remercie pour tout cela. C'est normal. Deuxième point, c'est un problème qui est déjà mondial. Enfin, ça va quand même dépasser l'Afrique parce que malheureusement, tu as des détraqués pédocriminels dans le monde entier. Bien sûr. Et ça concerne tous les pays du monde et tout ça. Néanmoins, on va faire une corrélation importante parce qu'en fait, on va remarquer que on parlera très vite du domaine militaire, domaine politique, domaine de l'humanitaire surtout, et le domaine sportif qui est mon domaine de prédilection, où en fait, tu as des gens qui sont colportés des fois par, on va dire, des organisations internationales. On va parler de l'OMS tout à l'heure. On va parler, comme je te dis, de l'armée française aussi. Et qui ont en fait, au-dessus d'eux, comme des espèces de gardes, si tu veux. Genre des institutions censées contrôler tout ça. Et tu remarqueras que dans tous les cas qu'on va citer, toutes ces institutions-là, en fait, sont protégées. C'est-à-dire que tu as à la fois ceux, on va prendre les termes, quoi, des Occidentaux qui viennent en Afrique récupérer de la chair fraîche, comme ils vont également en Asie le faire. Il ne faut pas oublier que l'Asie est une grande tournante et on ne parle pas de la Caraïbe. On ne parle pas de la Caraïbe. Haïti est un excellent exemple, malheureusement. Qui sont ensuite protégés. La première république noire. Et exactement, la première, Toussaint Louverture, etc. Tu vois, j'ai le livre de Toussaint Louverture juste à côté. Tu vois, j'aurais dû le mettre Je sais. Et ce qui est aussi très intéressant, terrible aussi à noter, c'est que tu as des élites locales, comme tu disais tout à l'heure, c'est la convergence de deux flux qui profitent de ces jeunes-là et qui vont ensuite profiter de la misère sociale. Moi, mon domaine, c'est principalement autour du sport. On pourra parler du Gabon tout à l'heure, où là, en plus, ils ont quelque chose à agiter à ces jeunes-là. Entre guillemets, si tu veux réussir et entre guillemets sortir et avoir une ascension sociale, il va falloir respecter certaines choses. Et ils s'en prennent évidemment à des enfants qui vont bien évidemment choisir. Ça concerne à la fois des garçons et des fillettes. Et on remarque qu'à chaque fois, il y a une corrélation. En tout cas, moi, de tous les cas que j'ai travaillé, ça fait quand même plus de 2 ans que je suis à fond dessus, entre des élites locales, qu'elles soient politiques ou sportives, dans mon domaine, voire médiatiques, qui sont elles-mêmes protégées plus haut. Et des fois, ces mecs-là ramènent des enfants pour certaines personnes en Europe. Donc, c'est la convergence de tout ce que tu as décrit en introduction. Et si tu veux que j'aille sur le Burkina pour commencer, le Faso, qui est un sujet mais tellement scandaleux, parce qu'il faut remonter quelques années en arrière, désolé de t'avoir roubé, où tu as eu 2 militaires français qui avaient été jugés. Écoute bien l'histoire, on parle donc d'agression sexuelle sur filles, je vais donner les âges, je les ai, de 3 et 5 ans. Le mec s'était filmé. Donc tu avais les preuves comme ça, et le mec, écoute bien, finalement, après des années de procédure, il sera jugé en France et même pas au Faso, ce que je trouve déjà quand même assez bizarre, puisque les actes sont commis sur des citoyennes burkinabèses. Et il a pris que 2 ans, et encore, c'était aménagé, etc. Je ne sais même pas s'il est allé en prison. Et le mec a dit, ah oui, je ne sais pas ce que j'ai fait. Pour des abus sexuels et des viols sur des filles de 3 à 5 ans, le mec s'est lui-même filmé. Il faisait partie de la mission française qui était en place au Faso. Et son autre collègue, alors lui, je me suis renseigné aujourd'hui, je ne sais pas si les appelle, personne ne sait s'il a été condamné ou pas. Et j'ai d'autres personnes qui m'ont dit qu'évidemment, ce n'était pas les seuls. Un cas qu'on peut relier aux mêmes années en RCA, l'opération Sangaris, c'était bien ça, si j'ai bonne mémoire? Si j'ai bonne mémoire, bien. Tu as eu sur des mineurs de 9 à 14 ans. Et si tu veux, je me suis tapé toute la procédure. Je peux te dire que les documents, ils sont longs. Hein. Tu t'aperçois qu'en fait, ça a été dénoncé au niveau local par en fait, plusieurs victimes et témoins sont allés voir une ONG locale qui a remonté le truc au bureau des Nations Unies et ensuite, c'est encore allé plus haut. Et ça a attendu des années et des années. On parle d'enfants de 9 à 13 ans. On parle de plusieurs officiers français impliqués. Et finalement, c'est en 2013 que ça commence, les premières dénonciations. Et c'est en 2018, donc 5 ans plus tard, et je n'ai toujours pas compris pourquoi, la justice française a dit non-lieu. Alors, pas assez de preuves, je ne sais quoi. Alors que, selon, et je peux te dire que c'est un dossier que j'ai travaillé il y a 6 mois quand j'ai récupéré un peu ce dossier-là, le plus choquant dans cette histoire, c'est qu'à l'époque, tu as l'ONG locale qui a interrogé avec en présence de quelqu'un du Bureau des Nations Unies. Tu sais, il y avait une mission à l'époque en RCA, j'ai perdu le nom, Bureau des Nations Unies, je ne sais pas quoi. Ils ont eu plusieurs victimes, dont certaines sont mortes, parce qu'en plus, l'un des salopards, excuse-moi l'expression, qui a fait ça avait une maladie sexuellement transmissible, tant qu'à faire, en plus de cela. Donc il y avait tout. Et ce n'était pas un témoignage, c'était beaucoup de témoignages. Et en 2018, on a eu en France, et il n'y a même pas eu de procès en RCA, tu te rends compte? Non-lieu. Alors qu'il y a eu de nombreuses victimes, et je redonne les âges, 9 à 13 ou 14 ans. Et au Burkina, on parle de filles de 3 à 5 ans. Mais il est très important, sans te couper, Romain, de notifier un élément qui me paraît quand même le plus meurtrier pour l'honneur et pour la dignité, c'est que ça s'est déroulé systématiquement en Afrique. Et parce qu'on a des élites qui sont des élites passoires, il faut qu'on soit aussi capable de le dire, ces drames-là ont été jugés. Tu me dis si je me trompe, mais par rapport aux éléments que j'ai à ma disposition, c'est de ça qu'il s'agit. Quand ils ont été jugés, les 3 quarts du temps, ce n'est pas le cas, mais quand ils ont été jugés,
ils ne sont même pas jugés systématiquement sur place. Comme si, en gros, et c'est ça, de manière sous-jacente, c'est énoncé, c'est qu'on te fait comprendre que, mais il peut se passer tout ce qui se passe, nos dirigeants, ils se taisent, silence radio. Si quelque chose doit être fait, ça va être à la capitale, parce qu'en réalité, quand on parle France-Afrique, ce n'est pas simplement un système colonial, c'est devenu même quasiment un pays aujourd'hui, en disant des choses telles qu'elles sont, et donc ça va être jugé à la capitale. C'est quasiment de ça dont il s'agit. Et je souhaite, juste avant que tu continues, rebondir sur un fait. Il y a un proverbe qui dit qu'une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur, je le dis régulièrement. Comment tous ceux qui nous suivent peuvent-ils expliquer que nos dirigeants africains ne soient pas capables de protéger nos enfants? Ça, c'est une question fondamentale que je me pose. Quand on sait que les enfants sont les adultes de demain, comment ne peuvent-ils pas protéger ces derniers? Voilà. Donc, ce que tu énonces là est la matérialisation de quelque chose, pour moi, de fondamental et qui illustre encore une fois, non pas simplement la soumission, parce que dire la soumission signifie que ouais, c'est parce que les autres sont trop puissants. Non, la corruption de nos élites africaines qui acceptent, d'accord, de livrer leur peuple aux prédations les plus violentes. Voilà. Et Continue. on retrouve ces faits-là également à l'époque, rappelle-toi, en Asie du Sud-Est, notamment au Cambodge et autres, en Thaïlande, etc. Mais là, ce qui est absolument fou sur ces deux cas-là, et comme tu l'as dit, c'est que ça a été jugé en France pour des faits qui ont été établis sur le territoire burkinabé et le sol centrafricain. Et je trouve ça absolument, absolument fou. Et même la première condamnation, le mec, il prend 2 ans à ménager sur des viols sur des filles de 3 à 5 ans où il se filme lui-même. Mais attends, mais on est dans quel délire? Camille, on est dans quel délire? Tu as le nom du gars en question, du militaire en question? Sébastien, 40 ans. Et pas plus de détails. Par contre, les gens peuvent trouver, parce qu'il y a quand même quelques articles sur Internet de cette affaire-là, mais qui n'avaient pas fait grand bruit. Au contraire d'une autre affaire. Oui, parce que c'est étouffé. Tu sais très bien que ce genre de choses-là sont étouffées. Écoute, moi, depuis 2 ans et demi, quasiment, j'ai sorti beaucoup de scandales de pédocriminalité à travers le monde, parce que je ne fais pas que l'Afrique, j'ai fait de la Mongolie. Tiens, je peux te dire, je reste surtout dans le sport, moi, si tu veux. Sauf que le sport, comme tu le sais si bien, et notamment, pas qu'en Afrique, en Amérique latine, c'est pareil, c'est politique. C'est énormément politisé. Donc, en fait, je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'autres cas. Et à chaque fois, pour trouver du soutien, déjà, bon, moi, tu sais qu'en France, dans mon domaine, si toi, tu es le diable en question, donc c'est encore pire. Mais moi, dans mon domaine, je suis un peu pareil. Je suis en France. Bon, oui, non, t'es pas aimé par la bande Ariolo et compagnie, ça c'est sûr, entre autres. Oui, mais c'est flatteur. Et c'est très flatteur. Donc, je publie à l'étranger, tu vois, où tu as quand même des gens, on peut penser ce que tu veux. Moi, je suis dans le sport, je ne suis pas politisé à ce niveau-là. Tu as des mecs qui sont sensibles à ces sujets-là, les instances qui protègent à chaque fois. Et je me suis rendu compte que, comme je te dis, 1, c'était mondial, 2, la misère sociale, et 3, toutes les élites dont tu parlais au niveau sportif et même politique, elles se taisaient. Et pour combattre ça, il faut parler. Et là, aujourd'hui, et ça, il faut briser l'omerta, c'est sûr. Et aujourd'hui, si je fais beaucoup de cas en Afrique, c'est déjà une question de langue. Parce que forcément, moi, je parle en français, même si je parle d'autres langues. Et aussi parce que tu as des gens courageux. Et ça, il faut vraiment le souligner. Et là, je vais en profiter pour donner une affaire qui, pour moi, est un peu politique, que je vais sortir dans quelques jours, si tu me permets, avant d'aller sur le Congo, qui concerne une personnalité française sportive très connue. Je ne veux pas sortir ça tout de suite parce que dans 4-5 jours, on publie dans le New York Times la grosse enquête. Ça fait 2 ans et demi que je suis dessus. Donc, je ne veux pas louper. On est sur les droits de réponse. Tu sais que c'est très loin à la fin. Je vais juste raconter pour montrer à quel point ce système me donne envie de vomir et pourquoi il faut se battre tous. Et comme tu dis, ce n'est pas une question de couleur de peau, de nationalité, comme tous ces imbéciles. Des fois, ils me disent parce que souvent, on me dit que je m'en prends à l'Afrique. Espèce d'imbécile, un pédocriminel. C'est un pédocriminel. Moi, je ne fais pas de différence de couleur ni de nationalité. Bon, bref. Cette personnalité française-là, en 2017, Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. Et ce monsieur s'est fait prendre la main dans le sac avec 2 petites filles de 13 ans. Dans un lieu de culte. Dénoncé par le prêtre en question. Il a été viré en catimini par son employeur parce qu'il y était comme consultant. On n'a pas prévenu les autorités locales, on n'a prévenu personne. Ce n'est pas le pauvre prêtre de province qui pouvait faire quelque chose tout seul. Déjà, il s'est battu pour que le mec soit dégagé et tout. Il a paniqué, ce que je peux comprendre. Tu imagines le mec qui vient dans un village gabonais qui n'est pas habitué à ça. Donc, je peux le comprendre, tu vois. Il n'avait pas retrouvé les filles tout de suite qu'elles avaient fui. Et ce mec, derrière, va prendre des promotions. Et plein de gens du milieu français, politique, parce que les gens aux ambassades sont au courant, et médiatiques sont au courant de ce salopard. Donc, dans 5-6 jours, il sera exposé pour ce qu'il est, c'est-à-dire un pédocriminel qui a fait de la prostitution infantile dans un lieu de culte au Gabon. Et tu vois, c'est des dossiers qui, en fait, à chaque fois, lient le sport, les médias et la politique. Et comme je te dis, médiatiquement, quand on sort des affaires, moi, je les en sors plein. Hein. Ah, les gens ne reprennent pas. Hein.
Ah non, 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 faut surtout pas parler de ce sujet-là. Donc, c'est pour ça que je te remercie encore de me. Non, c'est devenu profondément tabou parce que ce cancer-là gangrène tellement la société que si tu commences à en parler, à tous les étages, ça risque de sauter. C'est de ça dont il s'agit en réalité. Mais je veux juste pour qu'on garde une ligne directrice, Bien et sûr, de toute désolé. façon, on va parler le plus possible de tout durant cette première séquence. Je pense qu'il y en aura d'autres parce que je veux qu'on puisse suivre les différentes étapes par rapport aux diverses révélations qui auront lieu. Mais donc, je te disais, on a parlé donc, du Faso, tu as exposé cela, la Centrafrique, la RCA, donc pour bien préciser, c'est encore pire parce qu'ils n'ont même pas été condamnés. Non, non, genre non-lieu. Et attends, mais en France, et je te dis, ça a duré des années, déjà ne serait-ce que pour que les plaintes des petits, parce que c'était sur garçon notamment, remontent en haut. Ça a duré pendant quasiment un an et tu as l'ONU aussi qui est dedans. Il faut jamais oublier l'ONU. L'ONU qui a toujours un rôle très très trouble, c'est pas moi qui vais te l'apprendre, Bien sûr. notamment dans l'Afrique des Grands Lacs, si je peux me permettre. Bien sûr. On va pas parler en Libye. Et donc, le temps que ça monte, et tu as quelqu'un de l'ONU, alors j'ai perdu son nom, qui un jour est tombé là-dessus, qui a dit non, attendez, c'est pas possible. Et parce qu'aussi, il fallait protéger l'opération Sangaris, et je pense que la France a. Alors, j'ai pas tous les détails, mais j'ai quand même bien étudié le dossier depuis un an, parce que j'avais vu des gens en interne, mais on a eu des pressions politiques pour pas que ça sorte. Parce que les premières plaintes datent de 2013, l'affaire va sortir en 2015 et en 2018 non-lieu. Alors que tu as plusieurs victimes présumées entre 9 et 13 ans. Je ne vois pas l'intérêt de personnes qui n'ont de familles très modestes, d'enfants, de mentir là-dessus. Tu vois, autant d'enfants qui mentiraient. Non, mais le complot des enfants un enfant, de toute façon, souvent les enfants, le problème c'est qu'ils sont confrontés quand ils subissent ce genre de choses, je sais de quoi je parle, ils sont confrontés parfois à l'incrédulité des autres, mais un enfant ne peut pas se lever pour dire un tel m'a violé. Et surtout autant, parce qu'il n'y en avait pas qu'un. Il n'y en avait pas qu'un, ils ne se connaissaient ni d'Ève ni d'Adam. Donc ça, c'est un dossier absolument scandaleux. En 2018, à Paris, on a décidé non-lieu. Et à Bangui, on n'a rien dit. Donc on viole des enfants centrafricains. Peut-être qu'aujourd'hui, on est dans une autre dynamique, je ne sais pas, mais en tout cas en 2018. On est dans une autre dynamique aujourd'hui, même si tout est loin d'être parfait. Il faut aussi qu'on puisse aussi le préciser, mais on est clairement dans je pense, dans une autre dynamique en ce qui concerne la RCA, et je sais que ce genre de choses-là ne pourrait pas se matérialiser de cette façon. Si aujourd'hui il y avait des crimes de ce style, je pense que les sanctions seraient tout autres, évidemment. Et on en vient toujours, encore une fois, au système, le cadre dans lequel ces événements se déroulent. Parce que si le toit qui couvre la maison est un toit complètement troué et qui laisse n'importe quelle intempérie rentrer, forcément, ceux qui habitent à l'intérieur de cette maison, en l'occurrence les citoyens, seront les premiers fragilisés. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque où la RCA était sous, quoi qu'on en dise, domination, influence d'une certaine oligarchie française en tant que telle. C'est important qu'on puisse le préciser, même si j'insiste, et c'est important qu'on le dise, la pédocriminalité n'a pas de couleur, n'a pas de religion, n'a pas d'origine géographique, et des gens de tous les peuples, de tous les groupes, même parfois de groupes prétendument vertueux, peuvent se livrer à la pédocriminalité. Je sais de quoi je parle. Moi, à titre personnel, la pédocriminalité, c'est une personne noire, d'accord, africaine, qui m'a fait subir un certain nombre de choses. Donc, on ne peut pas assigner ça à la résidence de la couleur de peau d'une population, très important de le préciser. Donc, on a évoqué le Burkina, on a évoqué la RCA, on aura l'occasion, je pense, de revenir plus longuement. Il y a une autre thématique qui va même bien au-delà du cadre de la France-Afrique. On essaie d'être synthétique aujourd'hui pour que chacun puisse ingurgiter les propos énoncés. Parler aussi donc de la RDC, qui est, comme on le sait, le cœur du continent africain, qui est à lui seul un enjeu géostratégique des plus profonds, des plus puissants, parce que tant que le genou de l'oligarchie mondialiste sera apposé sur le cou de la RCA, le corps du continent africain sera complètement paralysé. Et c'est pour ça que tout est fait pour détruire ce pays, pour le déstabiliser, pour le piller et pour détruire l'essence de ce pays qui est plus que jamais les enfants et les jeunes filles. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous parler par rapport à l'OMS qui devrait être la locomotive et la RDC? Qui devrait être la locomotive du continent, comme tu dis, qui a un géant endormi et qui a tout pour être un pays exceptionnel. C'est terrible. Notamment Kivu et Nord Kivu. Mais tu connais mieux que moi la situation. Bref, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, ça est sorti récemment, mais pareil, on n'a pas tellement parlé. À l'étranger, ça a quand même fait beaucoup parler. Il y a eu un rapport où l'OMS a été obligé de s'excuser. Mais t'imagines les excuses. Et je te donne les chiffres. 83 auteurs présumés de viol, dont 21 employés de l'OMS. Tu sais, ils étaient mis pour Ebola. Je crois que c'était la 10e reprise, etc. Donc, ils étaient là lors d'Ebola. Et en fait, il y a eu plus de 80 victimes, si je ne dis pas de bêtises. Et
selon le rapport d'enquête qui a été fait, plus de 80 auteurs présumés, dont 21 employés directs de l'Organisation mondiale de la santé. Je ne vois aucun procès en République démocratique du Congo sur ce qui s'est passé. Quand tu dis 21, excuse-moi, pour que tout le monde comprenne bien, donc il y a eu 21 employés. Hein. Non, 21 employés différents de l'OMS qui, selon ce rapport d'enquête que je pourrais t'envoyer d'ailleurs, sont jugés pour des actes d'abus sexuels sur mineurs et non mineurs. Il y a quand même les deux, là, pour le coup. Il y en a 83 au total, c'est-à-dire qu'il y avait des mecs qui étaient contractés par l'OMS, mais qui n'étaient pas fixes de l'OMS, tu vois ce que je veux dire? Genre, ce n'étaient pas des employés à plein temps. Mais tu as 21 employés de l'OMS qui, selon les rapports, attends, et c'est l'OMS qui a communiqué, mais discrètement, donc 21 personnes de leur propre structure qui sont dans les viols en RDC. Il n'y a aucun procès aujourd'hui à Kinshasa contre l'OMS, contre ces 21 personnes et tous les autres, alors qu'on parle de une dizaine de viols. Les mecs sont censés apporter de l'aide humanitaire. Et là, si tu me permets, je vais donner une anecdote personnelle qui m'est arrivée, parce que j'avais remarqué quelque chose, qu'il y a beaucoup d'ONG, je ne parle pas évidemment d'urgence panafricaine, parce que pour le coup, là, il y a du travail qui est fait, mais tu sais aussi bien que moi qu'il y a des ONG pipeaux, qui sont là pour prendre de l'argent de grandes institutions et faire croire qu'ils font quelque chose. Le meilleur exemple est en Terre des Hommes, notamment au Mali, ce qu'ils font vis-à-vis des basketteuses qui ont été victimes de choses terribles, qui ça prend juste l'argent, et ça permet aux criminels de continuer à perdurer. On pourra en revenir une autre fois. Bref, il y avait aussi pareil au Libéria, une ONG américaine qui avait couvert des viols sur jeunes filles. Bon bref, je te reprends l'exemple de ce que j'ai vécu. Notamment tout ce travail que j'ai fait en Haïti, autour de la pédocriminalité dans le football haïtien et tout. Moi et mon ami haïtien, parce que moi, il y a quelqu'un qui m'a vraiment aidé, qui n'habite pas en Haïti aujourd'hui, mais que je dois garder secret. Et en fait, on a été surpris parce que l'une des filles, qui avait connu ça depuis qu'elle était petite, à un moment donné, on l'aidait, si tu veux, mais normalement. Et en fait, elle a commencé à nous faire comprendre que voilà, elle pouvait donner son corps et tout. Et là, tu es là et tu te dis, putain de merde. Il va falloir que je lui fasse comprendre que voilà. Et on a dû lui faire comprendre, surtout mon ami en créole, écoute, fais attention à ce que tu fais parce qu'il y en a qui vont profiter de toi. Parce qu'en fait, pour certaines personnes qui ont perdu tout espoir, voir arriver des gens humanitaires comme ça, tu as une véritable ascendance sur eux. Je sais pas bien sûr. Et donc, c'est un nid à abus. Et là, je me dis, mais excuse-moi l'expression, mais il faut vraiment être la dernière des pourritures pour se permettre de faire ce que les gens de l'OMS ont fait. Parce que tu es en situation, que tu le veuilles ou non, et moi, je ne suis pas dans l'humanitaire, c'est simplement pour essayer de dénoncer, apporter un peu de justice. Et déjà, même moi, je voyais une emprise, etc. Et là, tu dois lui faire comprendre, écoute, tout ce qu'on t'a appris, oublie, parce qu'il y a des gens qui vont profiter justement de toi et ça va encore perdurer. Mais je n'en veux pas à cette fille-là, parce que depuis qu'elle a 12 ans, c'est la seule chose qu'on lui a appris. Et voir ce qui s'est passé en RDC, qu'il n'y ait aucun procès à Kinshasa, et que ça ne fasse pas la une, attends, c'est quand même gravissime. C'était en quelle année en RDC, s'il te plaît? Mais ça, je crois que ça date d'il y a quelques mois. Si je ne te dis pas de bêtises, c'est un rapport qui est sorti il y a quelques mois. Je me le suis tapé en entier, mais c'est effarant. C'est effarant. Je crois que les victimes avaient entre 10 et 45 ans, quelque chose comme ça. Plus de 80 personnes incriminées, dont 21, j'ai le chiffre de moi, de l'OMS. 21 personnes. Donc imagine le nombre de viols qu'il y a eu si 21 personnes de l'OMS sont dedans. Et le dirigeant de l'OMS a dit oui, on est désolé, on a eu des défaillances structurelles et des négligences individuelles. Des négligences individuelles, c'est ça? Viol sur enfant, c'est négligence individuelle? Et après, ils viennent te donner des leçons sur comment se comporter, ce que tu dois manger, ce que tu dois… Mais tu vois, c'est quand même honteux. Et là, c'est vraiment l'oligarchie mondiale qui va chercher la bonne chair en Afrique et qui en plus se donne bonne image en disant si je traduis, on va les aider, regardez Ebola, etc. Tu sais, ils font le grand discours paternaliste, ils se prennent en messie, et comme s'ils avaient tous les droits. Mais le gouvernement congolais, qu'est-ce qu'ils ont dit? Rien. Mais parce qu'ils touchent leur bakchich et parce qu'ils ont leurs avantages aussi dedans. Et que je pense que sans trop m'avancer, il est fort possible que dans le gouvernement de l'époque, certaines personnes étaient très au courant de ce qui se passait. Et bon, on ne va pas lancer des accusations qui laissent la calomnie, mais je pense que quand des choses à ce niveau-là se réalisent, les autorités sont obligatoirement au courant. Il ne faut pas qu'on nous fasse croire le contraire. Bon, okay. C'était entre 2018 et 2020. Et le rapport est sorti il y a quelques mois. Et les gens peuvent le trouver sur Internet, honnêtement. Après, c'est sûr, c'est long. Mais quand tu fais les conclusions, tu dis attends, là, il y a un gros problème, en fait. Et c'est ça, c'est qui devrait faire la une. L'OMS, aujourd'hui, devrait être jugé à La Haye, déjà, et surtout à Kinshasa. Surtout à Kinshasa, rien. Même cas que ce que tu as dit pour le Faso et que pour la RCA à l'époque. C'est-à-dire, on dit rien, et comme tu dis, on dit. Donc, c'est-à-dire, on laisse tuer ses propres… On lance un appel donc, à Félix, que je connais bien d'ailleurs, à Félix Tshisekedi, président de la RDC, au colonel Damiba, président du Faso, d'accord,
qu'il puisse, et aussi évidemment au président Touadéra, qu'il puisse sortir des décombres ces affaires, sortir du tabou ces affaires qui salissent l'honneur de nos populations, qui salissent l'honneur de notre peuple de manière générale et de l'être humain dans sa globalité. On ne peut pas accepter que des enfants puissent être touchés. On ne peut pas accepter ça. Ça, c'est les enfants, c'est ce qu'il y a de plus cher chez l'être humain. On doit les protéger plus que tout, avant tout. Et la pauvreté, tout ce qui est présent ne peut pas être une excuse sur quoi que ce soit, d'accord, pour que les riches et les élites africaines ferment les yeux en se disant ce ne sont que des pauvres. Non, 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 non. Si prédation il y a, si crime sur enfant il faut que cela puisse être précisé, que cela puisse être jugé. Et l'une des premières clés de souveraineté, c'est que quand un crime est réalisé chez vous, vous jugez cette affaire chez vous. Et vous n'acceptez pas que ce soit, entre guillemets, jugé, a fortiori de manière bâclée, chez les autres. C'est très important qu'on puisse l'énoncer. Donc, Félix Tshisekedi, on espère que ça vous sera rapporté. On sait que toutes les chancelleries, la plupart des chancelleries africaines, en tout cas dans la zone francophone, suivent attentivement, généralement, nos lives et je pense encore plus celui-ci. J'espère que vous serez très alerte de cette situation. Le colonel Damiba, que nous saluons, nous espérons que vos assistants, votre entourage suit aussi et que cette information vous sera rapportée. D'accord? Et enfin, le président Touadéra, je pense que vous avez tous les éléments là pour sortir cette affaire et que celle-ci puisse être jugée. On fera ce qu'on notre possible pour que suivi puisse y avoir sur ces différents dossiers. On avance maintenant sur, j'ai envie de dire, la cerise sur ce ghetto, sur cette destruction de l'homme et de l'homme par l'homme, qui est le cas du Gabon, dont nous savons depuis des années que c'est ce que l'on appelle, on peut le préciser sur le terrain institutionnel, malheureusement, une pédocriminalocratie. Trop de pédocriminels à l'intérieur de ce système politique. Ça fait très longtemps qu'en Afrique francophone, ces informations circulent, que les enfants font l'objet de rites, de rituels en termes de viol, d'accord, de torture parfois. Certains d'entre eux témoignent. Moi-même, j'étais, à l'époque où j'étais journaliste à Dakar, à la radio Convergence FM, on avait eu des témoignages de jeunes Gabonais qui s'étaient exilés du côté du Sénégal, qui est une terre de refuge pour beaucoup de gens, et qui nous témoignaient de certains rites auxquels ils avaient participé, auxquels on les avait forcés à participer lorsqu'ils étaient enfants, d'accord, avec certaines élites. Donc ça, c'est quelque chose du domaine du factuel et qui n'est pas du domaine de l'hypothétique. Et je voudrais que tu puisses donc nous parler d'un certain nombre de dossiers qui sont liés évidemment au sport, mais le sport est l'une des plus grandes armes de la politique, comme le cinéma, comme un certain nombre d'autres armes en tant que telles, et que tu puisses nous parler donc de cette pédocriminalité au Gabon à travers des faits concrets et matériels que l'on pourrait évoquer. Bon, moi, ça fait 2 ans et demi quasiment que je travaille sur ces dossiers-là gabonais. J'ai commencé parce que un Gabonais que je connais, qui est en France aujourd'hui, un jour m'a dit Romain, il faut qu'on prenne le temps. Il a commencé à m'expliquer à travers le football, le réseau, etc. Et ensuite, en remontant et tout, et j'ai mis 2 ans à publier la première enquête dans le Guardian, donc en Angleterre. Et donc, depuis que j'ai commencé ces affaires qui ont été publiées en décembre, on a déjà 5 personnes, donc 5 cadres sportifs au très haut niveau gabonais qui ont été emprisonnés et qui ont avoué donc, les viols sur mineurs. On a l'un des plus grands maîtres de taekwondo qui, en plus, voulait se faire appeler le Chaka Zulu. J'ai pas compris. Tu as dit quoi? Le mec, en plus, a voulu se faire appeler le Chaka Zulu, qui est un héros gabonais, etc., qui s'appelle M. Martin Vera. Donc, lui, prison. L'un des entraîneurs de l'équipe nationale de tennis, Dandy Poitier, sur des viols sur des filles qui avaient depuis l'âge de 6 ans. Et 3 encadreurs de football, dont Patrick Assoumoueyi, qui, je vais te le dire honnêtement, a drep, comme ils disent au Gabon, au moins 1000 petits. Et je suis gentil dans les chiffres. C'est sans doute beaucoup plus. Tu peux redire son nom, s'il te plaît? Patrick Assoumoueyi, il s'appelle. Dit Capello. C'est donc un Gabonais qui était coach de l'équipe moins de 17 du Gabon, qui fait partie de l'élite sportive du pays, qui a envoyé les jeunes ensuite à Montaigu en France pour le tournoi, parce qu'il y avait toujours cette idée de dire, si tu veux aller en France, si tu veux aller en Europe, il y a les conditions. Et les conditions, il appelait ça la présence d'esprit. C'est-à-dire qu'il insufflait la présence d'esprit aux jeunes. Tous les Gabonais qui ont été dans le foot connaissent cette histoire-là. 30 ans que ça a duré. Il y a des activistes gabonais que je salue, Stéphane Zeng, le Batcon-chef Yann, et d'autres qu'on salue qui font un boulot remarquable. Il y a plein de gens sur le terrain qui font le boulot, il faut quand même le préciser. Notamment au Gabon, peuple merveilleux d'ailleurs, avec un courage incroyable. Parce que je n'ai jamais vu des gens aussi courageux pour témoigner dans toutes les affaires que j'ai gérées.
Donc, si tu veux, il y en a 5 aujourd'hui qui sont en prison, sauf qu'il y en a d'autres, parce que c'est un réseau qui est colossal. Je vais juste rester dans le football, et tu vas voir pourquoi le football politique, et tout le monde est lié. Dans les années 90, je vais t'expliquer comment ça passe pour que les gens comprennent. On est dans les années 90 au Gabon. À l'époque, il y a un cirque qui s'appelle le cirque de l'Équateur, qui est à Libreville, qui est tenu par des Français, où il y a pas mal déjà d'histoires de pédocriminalité. Et c'est dans ce cirque-là où le fameux Patrick Assoumoueyi va être, entre guillemets, initié. Bon. Ensuite, tu as un franco-gabonais qui s'appelle Quand Guy. tu dis initié, excuse-moi de te couper parce que les Vas-y, mots ont vas-y. un sens. Quand tu dis initié, c'est-à-dire que c'était dans quel cadre? Est-ce que c'était dans le C'est-à-dire que cadre les gens de sa de famille. loge? Est-ce que c'était dans… Comment les choses se déroulent? Parce qu'il faut Alors aussi lui, préciser que le Gabon bien sûr, est une des grandes terres de la maçonnerie dont on on va connaît. en parler. Après, il y a maçonnerie, malheureusement, il y a diverses tendances maçonniques. Il y a la maçonnerie à un niveau très élevé et la maçonnerie de surface que l'on présente pour certaines personnes. Dans tous les cas, c'est quelque chose que nous combattons, que je combats de manière très claire. Mais le Gabon est une terre très importante sur ces thématiques-là et on connaît la corrélation de la maçonnerie avec la logique du colonialisme et avec la logique de destruction d'une certaine partie de nos populations. Est-ce que tu peux nous parler de ça et Bien le sûr. mettre dans un cadre, s'il te plaît? Parfait. Donc, quand je te parlais d'initiation au cirque, là, c'est sur l'acte. D'accord. Là, c'est sur l'acte. Sauf qu'en effet, ce monsieur fait partie d'une loge qui s'appelle la Rose-Croix, je ne dis pas de bêtises, qui est un mouvement, où tu vas remarquer énormément de ces personnes footballistiques qui font partie de l'ordre de la Rose-Croix. Et il y a une autre loge, je crois que c'est la loge de la Panthère. Alors, je ne suis pas expert à ce niveau-là du tout. D'accord. Parce que Néanmoins, la Rose-Croix et la maçonnerie, même si ça fait… Tout ça, c'est un ensemble hein, en réalité. Mais la Rose-Croix a ses oui. spécificités, la maçonnerie a ses spécificités aussi. Mais très bien, vas-y, continue. OK. Mais ils sont très solidaires les uns avec les autres. Du Bien moins, sûr. dans ce cas-là. Le reste, je ne Bien connais pas sûr. assez, donc je n'en parlerai pas. D'accord. Donc, on est dans les années 90. Et là, tu as un franco-gabonais qui a de l'argent, qui est un homme d'affaires, qui s'appelle Guy Lionel Mandarano, qui lui va aussi se mettre dans le football parce qu'en fait, il se rend compte que dans le football, on parle souvent du milieu de la religion, de l'école pour les jeunes. Mais l'accès que tu as dans le sport pour les jeunes, il est incroyable. Il est phénoménal. Et donc, avec d'autres personnes, dont un Camerounais, et là, je vais te raconter une histoire parce que ce mec avait feinté sa mort, mais je vais te la dire après. Et je vais donner son nom, il s'appelle Thierry Baokin, et il est aujourd'hui à Douala. Et lui, ce mec-là doit terminer en prison. Ce mec est le diable. Mais vraiment. Et donc, en fait, ces trois-là vont commencer à faire ce concept de la présence d'esprit, etc., lié ensuite à la Rose-Croix. Et ensuite, il y a beaucoup de gens qui vont les rejoindre, dont un homme très proche du pouvoir, qui s'appelle Hervé Patrick Opianga, qui est député. Opianga, il est député actuellement. Il a son parti politique. Oui, il a été député, il est très, très proche du pouvoir. Très, très proche d'Ali Bongo. HPO, comme on l'appelle, il est à Mounana. Et en fait, lui, ça va être la protection politique de ce réseau-là, avec d'autres personnes très, très proches du pouvoir. On peut penser au général Idriss Ngari. On peut penser à Frédéric Gassita. Les noms que tu cites sont des noms de personnes impliquées dans les actes pédocriminels. Soit en couverture, soit parce qu'ils ont donné des enfants, oui. Parce que le général Idriss Ngari avait le club du FC 105, qui est un club important au Gabon, où se passaient ces actes-là. Tu as le club de l'USM, tenu par Jean-Boniface Assélé, très proche du pouvoir, dont la fille, Nicole Assélé, a été ministre au Gabon, ministre des Sports, et faisait du chantage sexuel sur les jeunes du handball, je te le dis. C'est-à-dire qu'à l'époque, si tu voulais jouer dans l'équipe nationale du Gabon, on parle du plus haut niveau, hein, il fallait avoir des rapports sexuels avec cette dame-là qui était ministre des Sports, Nicole Assélé. Et donc, dans ce club de l'USM, tu avais 3-4 coachs pédophiles, dont certains sont en prison aujourd'hui pour attouchement sur enfants de 8 à 10 ans. Et donc, si tu veux, tu as plein de clubs là, et même en équipe nationale, avec ce fameux Hervé Patrick Opianga, manager général des Panthères à l'époque, député, homme très proche du pouvoir, qui disait que c'était simple. Si tu voulais jouer, il fallait remplir des conditions. Et tu avais des coachs qui s'échangeaient presque les joueurs. Moi, je vais te raconter des trucs qui m'ont été… J'ai interrogé une quarantaine de gamins qui ont été victimes de ça. D'accord? Tu as des rites. On demande même des sacrifices humains. Tu as des gens dans la Coupe d'Afrique des Nations 2012 n'ont pas été en sélection du Gabon parce qu'ils ont refusé de donner un membre de leur famille. Ce que je te dis est vrai. C'est 2 ans et demi de boulot. J'ai entendu des pères de famille aujourd'hui. C'est des mecs qui ont 30 ans, qui ont 40 ans, en pleurs. En pleurs. Je vais même te raconter l'anecdote la plus terrible que j'ai. Elle est en sélection moins de 17 du Gabon. Ils ont demandé à un joueur et à son frère, ils les ont mis dans une chambre noire où tu avais des mecs avec des trucs blancs et une lumière rouge. C'était comme une espèce d'orgie. Et lui et son frère ont été violés.
Donc, on est dans le satanisme pur. Et pour te montrer un autre exemple qui est lié d'ailleurs à la Rose-Croix, là, le fameux franco-gabonais Guy Lionel Mandarano, qui est très important, qui, je le répète, amène les joueurs en France. C'était le grand agent gabonais de l'époque. C'est lui qui faisait la passerelle entre la France et le Gabon. Et où les garçons gabonais allaient en France, ensuite en Bretagne, qu'est-ce qui se passait? Parce qu'il y avait des gens qui payaient. Je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de possibilités. Écoute bien, et ça, c'est terrible. Il faisait donc, lui, il voulait faire les fellations aux petits, de 12, 13, 14 ans. D'accord? Plusieurs fois par semaine pour jouer. Et derrière, il voulait conserver leur sperme dans un bocal. Je ne sais pas ce qu'il en faisait derrière, mais on a des questions de rite et des questions qui sont très proches du satanisme. Et le véritable problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que donc nous, on a publié la semaine dernière sur ce fameux Opianga, ce fameux Mandarano et d'autres. Et là, aujourd'hui, il y a le silence absolu. Jusqu'à quand le silence de l'État, qui avait fait le boulot auparavant, il faut le noter. Le silence des organisations internationales, là, ce n'est pas l'OMS, c'est la FIFA, qui est de la même chose, qui protège ces gens-là. Bon, la FIFA, c'est l'élite mondialiste dans le domaine du football, comme l'OMS, l'élite mondialiste dans le domaine sanitaire. Hein. C'est toujours les mêmes schémas, les mêmes systèmes en tant que tel. Mais je ne te coupe pas, je vais revenir sur une chose et je m'adresse aux autorités gabonaises. Et je pense qu'elles nous connaissent, elles savent très bien que quand on le dit, on le fait. Il y a eu le Mali, il y a eu le Faso, il y a eu la Guinée. Il y a d'autres pays où ça va se passer de cette façon aussi. Et je dis et je répète, si le Gabon ne prend pas ses responsabilités face aux élites pédocriminelles, parce que le Gabon est dans notre agenda, hein, mais il y a des choses qui risquent de s'accélérer. Prenez vos responsabilités très rapidement. Ali Bongo, parce que son nom est cité par Ricochet. Moi, j'ai des histoires. Le problème, c'est que tant que les personnes ne veulent pas parler, je ne vais pas parler. Parce que je déteste la calomnie. Pour moi, c'est pire que le meurtre. Et les gens le savent. Donc, je n'aime pas parler si les gens refusent qu'on donne leur nom. Mais il y a des enfants, des jeunes hommes, qui ont témoigné d'un certain nombre de choses qu'ils ont vécues, quand je dis des jeunes hommes, qu'ils ont vécues en étant mineurs, d'accord, qu'ils ont vécu au palais présidentiel, qu'ils ont vécu au sein des élites gabonaises depuis très longtemps. Et je sais que d'ailleurs, le jour où je veux mettre l'accélérateur, ces gens-là seront avec nous de toute façon, je leur laisse le temps. Donc je dis à Ali Bongo, et je dis aux autorités gabonaises, prenez vos responsabilités. Parce que sinon, la tornade africaine qu'on est en train de faire tourner dans différents pays où les présidents tombent les uns après les autres, ça va se passer aussi chez vous. Nous n'avons rien à perdre. Il y a des gens qui nous ont écrit hier en disant Kémy, tu n'as pas peur de t'attaquer à ce sujet, tu risques. Mais vous croyez qu'on a peur de quoi? À part de Dieu, vous pensez qu'on a peur de quoi? On va rien dire quand des enfants sont touchés. C'est ça la Quand moralité. les enfants sont touchés, c'est des adultes qui sont détruits demain. D'accord? Personne n'est en train de jouer ici, en train de dire on est des saints, etc. Et tous, hein. Moi personnellement, j'aime les femmes, tout ce que vous voulez, etc. Plus proche du Thug Life que d'autres choses. Je ne suis pas Desmond Tutu, plus proche de Tupac. J'ai aucun souci à le dire. Personne ne va jouer de rôle ici. Mais quand vous vous attaquez à des enfants, quand la notion du viol est énoncée, quand la notion de la pédocriminalité est énoncée, vous allez nous trouver sur votre chemin. Parce que je sais à quel point ça peut détruire un être humain. Je sais que certains n'ont pas la capacité de se relever après cela. Et même ceux qui se relèvent en boitant, même s'ils ne le montrent pas. Et je sais de quoi je parle. Donc je dis, Bongo et toute ta clique, prenez vos responsabilités vis-à-vis de tous les pédocriminels qui sont à la tête des institutions dans votre pays. Et si vous ne le faites pas, le cas du Gabon, on sait que le Gabon est dans une stratégie aujourd'hui de vouloir, plutôt que la confrontation avec le système néocolonial français, préfère migrer vers le Commonwealth. C'est une façon pour eux de sortir de l'emprise de l'oligarchie française. Bon, pour moi, c'est du pareil au même, mais c'est un autre sujet. Mais ne croyez pas que parce que vous êtes dans une logique de migrer vers une autre destination, cela signifie que nous, on oublie votre système dictatorial de 1, vos crimes sur enfants de 2 et vos crimes sociaux de manière générale, où une minorité se gave pendant que la majorité de la population crève de faim.
Nous n'oublions pas ce qui se passe. Et pour ce qui est de la pédocriminalité, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, nous parlons du Gabon parce que le Gabon, ça se passe dans le monde entier. Tu as cité l'Asie, tu as cité l'Amérique, ça se passe partout, la pédocriminalité, évidemment, et dans tous les peuples. Mais le Gabon a cette spécificité d'avoir érigé ce drame humain, ce crime contre l'humanité, à de très hautes instances de l'État. Au Pyongyang dont tu parles, tous ceux qui connaissent un minimum le système gabonais, j'ai juste un doute sur le fait de savoir s'il est député ou s'il ne l'est plus, etc. Il a été, en tout cas, c'est sûr. En tout cas, c'est quelqu'un de très important à l'intérieur du système gabonais. Très proche d'Ali, hein. Très, très proche d'Ali, même. Bien sûr. On va dire ça comme ça, gentiment. On va dire ça comme ça. Si ce monsieur se permet ces choses-là, et que lui qui est très proche du président est protégé, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, Ali, bouge-toi. Nous te le disons avec force. Et bouge-toi. Parce qu'en plus, tu as les gens au Gabon qui commencent à en avoir marre. Tu as beaucoup de gens, je te dis, comme Stéphane Zeng, il y en a plein de gens, le Batconchef, qui commencent à réunir et qui influencent une grande partie de la jeunesse gabonaise, qui en a marre de tout ça. Parce que c'est un système qui n'est pas uniquement dans le football, mais le football, là, c'est vraiment développé. Moi, je te dis, j'ai des listes, j'ai plus de 40 noms. Parce qu'en plus, ils vont former d'autres gars à leur ramener les enfants. C'est un système pyramidal, politico-sportif, qui passe donc par ce mec-là. Et un autre exemple aussi qui est assez incroyable, c'est que tu as des mecs qui sont à la fédération, comme un policier qui s'appelle Serge Ahmed Mombo, qui lui, entre guillemets, pardonne-moi l'expression, mais on va parler franchement, il se fait torcher en haut et il torche en bas, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il va en haut donner les fesses à ses maîtres, et derrière, il fait ça. Le mec ose m'attaquer, sachant que j'ai des messages de ce monsieur qu'il envoyait à un petit U17 du Gabon, avec des vidéos pornographiques en lui disant « c'est quand je te baise ». Je les ai. J'ai les audios, j'ai tout. Ce mec-là, vu que c'est un policier... Tu me les avais d'ailleurs envoyés, si je ne m'abuse. Oui. Ouais, d'accord. Et ce mec-là est encore en liberté. Et lui, en plus... Tu peux redire son nom, s'il te plaît, pour tout le monde? Serge Ahmed Mombo. Et là, je vais lancer un appel, si tu me permets, qui est important. Parce que depuis toute cette affaire-là, j'ai vu qu'il y a plein de gens très courageux, que ce soit au Gabon, dans plein de pays. Par exemple, dans l'affaire du tennis, c'est une petite fille qui a aujourd'hui 15-16 ans, qui vient de famille très modeste. Sa famille n'avait même pas les moyens de lui donner à manger. Donc, c'était l'entraîneur qui gérait. Il l'a violée depuis qu'elle avait 6 ans jusqu'à 11 ans. C'est une horreur. C'est un des dossiers les plus horribles que j'ai jamais vu. C'est elle qui est allée au tribunal pour dire non. Notamment, ce mec ne verra plus jamais la lumière du jour. Ce salopard qui s'appelle Dandy Poati, membre de la fédération gabonaise de tennis. Bref. Et j'ai vu des gens dans le taekwondo qui se sont levés dans le football gabonais. Et là, je veux t'interpeller, toi, parce que tu le sais. Les joueurs de l'équipe nationale, ils ne risquent rien. On est d'accord, toi et moi. Tu as des gens qui ont reçu ces propositions et qui ont refusé. Et leur carrière internationale s'est peut-être un peu arrêtée. J'en connais un notamment qui est en France, qui devant les autres fait le bonhomme. Moi, je refuse. Au moment de parler, ah non, je ne connais pas ça. Et donc, il laisse les gens au pays qui n'ont rien avoir le courage qu'ils ont. Et c'est un courage incroyable et je les remercie. Donc, je lance cet appel, si tu me permets, que ce soit dans le dossier d'Opianga, de Serge Ahmed Mombo, l'amant du président de la fédération gabonaise également, hein, M. Mugengi, qui a été réélu là, encore magnifique, de tous ces mecs-là, de Léo Kadi, parce que c'est pareil, les femmes, c'est pareil, Madame Nicolas Sélé, parce qu'il y a les hommes et les femmes, comme tu le disais, Claude Mbourouno, les gens au Gabon comprendront. Contactez-moi. Il y a une manière de me contacter sécurisée, mon site internet, mettez mon nom, romainmolina.com, machin. Si vous me contactez sur mes réseaux, parce que moi, si tu veux, quand on mène un combat, on le mène au bout. Et pour moi, ce qui se passe au Gabon, c'est unique dans le monde, parce que c'est tellement imprégné dans les instances que des fois, je me dis, même en France, on a des élites en France, très clairement là-dedans, qui ne s'en cachaient pas, les Cohn-Bendit et tout ça, on le sait. Mais à ce point, ça soit autant imprégné de partout, je pense que c'est unique au monde. Et donc, ce cas-là, avec le courage de ces gens au Gabon, qui est magnifique, et vraiment, je les encourage à prendre leurs responsabilités, à me contacter, à faire quelque chose, on peut influencer non seulement le continent, moi, je te l'ai dit, je pense que c'est le monde entier. Et là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quand même une libération de la parole dans mon domaine qu'est le sport, notamment sur les violences faites aux jeunes. Et je ne parle que des fédérations, je ne parle pas des petits clubs, je parle des équipes nationales. Parce que moi, mon but, et je te l'ai dit, Kenny, et je vais le dire parce qu'il faut être très clair avec les gens, moi, mon but, c'est de mettre le nez dans la fange à toutes les organisations internationales, l'ONU, la FIFA et tout, qui aujourd'hui se servent de mon travail pour dire oui, on va faire un centre international contre les abus pour les sportifs. Ils m'ont interrogé pour que je rentre dedans et j'ai commencé à dire ouais, et la France et l'Argentine. Et on m'a dit oula,
mais ces pays, il y a des lois. Je dis, donc, en gros, on ne va pas les suspendre. Genre, on va traiter que. Moi, c'est pas possible. Donc, il faut leur mettre le nez dans le purin, pardonne-moi cette expression-là, en Ça va, parlant. Là, aujourd'hui, on est en train d'influencer le monde entier, qui tout part d'Haïti, ensuite le Gabon. Moi, j'ai fait plein de cas comme ça. Et je remercie tous ces gens-là parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'en parlant, en me contactant, ils vont inciter d'autres personnes à le faire. C'est pour ça que j'ai eu le cas de la Barbade, de Saint-Kitts-et-Nevis dans la Caraïbe. Il y a des gens qui me disent, oh, on s'en fout. C'est genre la vie d'un petit de la Barbade, elle a moins d'importance que la vie d'un Américain ou d'un Japonais. Ça a la même importance. Et c'est pour ça que c'est clé, parce qu'on parle des gens qui dirigent le sport international. Et donc, je lance cet appel. S'il y en a qui veulent me contacter pour tous les cas dans ces fédérations-là, moi, je prends, parce qu'aujourd'hui, c'est le combat d'une vie. Et on aura ce centre un jour qui va vraiment exister. Il sera indépendant et autonome. Avec nos règles. Et que toutes ces putains d'organisations, la FIBA aussi, pour en parler, tiens, l'organisation du basket, la FIFA et tout, doivent signer. Et en matière d'abus, notamment sur mineurs, c'est cette organisation qui s'occuperait de tout ça et qui travaillerait en commun avec la justice civile. Parce que c'est simple aujourd'hui. Moi, je serais patron de la FIFA, j'irai à Haïti, au Gabon, en disant vous ne voulez pas aider vis-à-vis des enquêtes, etc. On enlève tous les financements. T'inquiète pas que les gouvernements ils vont aider. Hein. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est aussi une question d'argent et d'image. Donc moi, je continuerai jusqu'au bout. Et c'est pour ça que je te remercie. Et si des gens ont cette motivation, mais ils me contacter. Moi, des fois, je termine à 4 h du matin quasiment tous les soirs, parce que je travaille beaucoup sur Haïti avec le décalage horaire, et je suis fier de le faire. Tous ensemble, on y arrivera. Ils finiront par comprendre, comme dirait un certain qui a mis ses bas. Ils finiront par comprendre. Tu as presque réussi à me faire sourire avec cette dernière phrase, alors que tout ce que j'entends depuis tout à l'heure me donne plus envie de casser mon téléphone et de pleurer que de rire. Mais je mets cette conclusion, parce qu'il y en a qui vont manger dans pas longtemps. D'accord. J'adresse un message à tous les nôtres. Et quand je dis à tous les nôtres, j'ai envie de dire même à tous les autres, quelle que soit leur couleur de peau. Le silence face à la pédocriminalité, pour moi, ça vous rend complice de cette réalité. Le silence face au viol, ça vous rend complice de cette réalité. Il ne faut pas attendre que ça arrive sur vos gosses. Il ne faut pas attendre que ça arrive sur les gosses de votre cousin ou de vos voisins. Quand on détruit un enfant, on détruit l'humanité. Et je vous le dis et je vous le répète, ceux qui vivent sans enfant, à 30 ans ou à 40 ans ou à 50 ans, l'être humain qui a vécu cette réalité peut se réveiller au milieu de la nuit en faisant des cauchemars, en étant replongé dans ce qu'il a connu enfant. Je dis que quand vous touchez un enfant, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de créer. Donc je m'adresse une dernière fois aux autorités, entre guillemets autorités, hein, parce que ce sont des autorités très sincèrement, autorités de l'anus, mais pas forcément du cerveau. Je vous le dis et je vous le répète, il vaut mieux que vous preniez vos responsabilités. Félix, il y a des choses qui ont été dites du côté de la RDC. Par rapport à l'OMS, on aimerait bien que ce dossier soit déterré. Le colonel Damiba, que nous saluons du côté du Faso, il y a un dossier qui a été évoqué, important d'en parler. RCA, président Touadéra, pareil. Je sais que tout ce qu'on dit là, ça va être relayé auprès des chancelleries, puisque toutes les chancelleries africaines francophones nous regardent, de manière générale. Et on a beaucoup de retours, on travaille avec beaucoup de diplomates, on parle avec beaucoup de diplomates aussi. Et in fine, le Gabon, Ali, prends tes responsabilités. Il y a parfois la stratégie de couper des têtes pour éviter que la tête ultime tombe. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ali, prends tes responsabilités. Parce que je fais le serment devant Dieu. Ça fait trop longtemps que le nom du Gabon revient sur ces questions depuis trop d'années. J'avais sorti dans Afrique Adulte, qui était un média qui était un pied de nez au Torchon Jeune Afrique, qui est le journal néocolonial par excellence. J'avais dit dans Afrique Adulte, je crois que les élites gabonaises étaient spécialisées dans la pédocriminalité. Je ne pouvais pas imaginer, parce qu'à l'époque, j'avais déjà eu des témoignages d'étudiants gabonais, avec lesquels je suis d'ailleurs en contact, hein, toujours, qui ne sont plus étudiants aujourd'hui. Et j'avais eu froid dans le dos, mais je ne pouvais pas m'imaginer de l'ampleur des dégâts. C'est un délire. Et quand j'ai parlé tout à l'heure de pédocriminalocratie à l'intérieur du Gabon, je n'ai pas parlé gratuitement. Ça gangrène toutes les couches des institutions. Et tu l'as évoqué, j'allais dire magnifiquement, je ne sais pas si le terme magnifique peut être adossé aux propos obscurs qu'on a énoncés et qu'on a entendus depuis tout à l'heure. Mais je prends à témoin toute la jeunesse africaine
qui nous écoutent avec intensité, de manière générale. Chers frères et sœurs, prenons nos responsabilités et mettons le Gabon dans l'agenda de nos mobilisations futures. Ne soyez pas surpris lorsque nous allons effectuer un certain nombre de mobilisations simultanées, que le Gabon commence à rentrer dans le vif du sujet. On ne l'avait pas évoqué auparavant parce qu'on était non pas circonscrit, mais on fait les choses étape par étape. Il y a l'Afrique de l'Ouest, puis après l'Afrique centrale. L'Afrique centrale arrive là. Mais je peux vous assurer que le Gabon arrive à grands pas. Et Ali, une des choses que tu pourrais faire pour faire en sorte que ta tête ne tombe pas le plus rapidement possible. De toute façon, elle finira par tomber politiquement parce que votre pays est tenu en otage et pris en otage par votre clan depuis trop longtemps. Et ça ne peut pas durer comme ça. Si c'était pris en otage et que le pays était développé comme Kadhafi qui a duré pendant des années, et il a fait de son pays où ses citoyens étaient parmi les citoyens les plus riches d'Afrique, que vous duriez 1000 ans, ce n'est pas notre problème. Mais vous avez capturé le pays et vous appauvrissez la population en vous enrichissant comme jamais. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Je sais que suite à notre échange de ce soir, les tentatives, parce que vraiment, moi je dis les gens les menacent, quand ils attaquent, ils ne se rendent pas compte à qui ils parlent et ils ne savent pas qu'on rigole face à eux. Personne ne nous fait peur, personne ne nous perturbe, personne ne nous intimide. On a notre mission, on va aller jusqu'au bout. Vos tentatives de déstabilisation, ça ne marchera jamais avec nous. Et nous, notre mémoire, c'est une boîte noire. Quand vous essayez de nous faire quelque chose, on garde ça en tête. Et quand on réagit pour vous éteindre, le monde entier le sait. Parce que nous sommes accrochés à la justice. Donc on vous le dit, Ali, prenez vos responsabilités et je terminerai par là. Romain, je te remercie infiniment pour cet échange. Le premier du genre, il y en aura d'autres, d'accord? Parce qu'on doit parler. Est-ce que je peux juste terminer par un petit quelque chose, vas-y. Je voulais terminer juste un petit mot, un petit message pour Haïti, parce que moi, toutes mes affaires ont commencé là-bas, comme tu l'as dit. La première République noire a inspiré tout un continent, également l'Amérique latine, pas seulement le monde noir. Et c'est eux qui ont inspiré toute cette libération de la parole dans le domaine sportif international, qui a arrivé à des suspensions à vie pour l'ancien président et vice-président de la Fédé. Mais tu as un dossier actuellement dont j'aimerais vraiment parler, qui concerne l'ancien secrétaire d'État, ministre des Sports et de la Jeunesse, s'appelle Evans Lescoufler, qui est à l'époque de René Préval, notamment. Ce monsieur-là est accusé par l'ambassadeur haïtien à l'UNESCO, et par ancien ambassadeur, quand je m'étais trompé, il s'appelle M. Claude-Alix Bertrand, qui a connu ça dans l'école de Saint-Louis de Gonzague, une grande école en Haïti, quand il avait entre 11 et 13 ans des viols répétés. Donc Claude-Alix Bertrand, qui a eu un courage incroyable, un homme exceptionnel, donc comme je dis, ambassadeur haïtien à l'UNESCO, a porté plainte officiellement, a libéré la parole, etc. Et aujourd'hui, tu as plusieurs plaintes qui concernent ce monsieur Lescoufler, et notamment dans le milieu sportif, principalement footballistique. Et je vais aller plus loin pour te montrer à quel point c'est terrible. Ce monsieur-là, il y a eu un rapport en 2015 qui a été donné aux plus hautes autorités de l'État, sous Martelly, par le colonel Himmler Rebul, qui était ministre des Sports à l'époque, qui faisait également état que ce monsieur a donné des enfants à d'autres étrangers. Ce rapport n'a jamais été publié. Donc la justice civile, la société haïtienne est en droit de demander ce rapport qui concerne l'un de leurs plus grands politiciens des 20 dernières années. Il y a plusieurs plaintes qui ont été déposées à Port-au-Prince récemment. C'est un dossier clé pour tellement de gens en Haïti. Ce monsieur-là exerce depuis 40 ans dans le domaine de l'école, dans le domaine sportif, dans le domaine politique. On parle de pédocriminalité là, à un niveau inimaginable. Je vais terminer là-dessus, c'est terrible, mais c'est important. En Haïti, à la Croix des Bouquets, donc c'est PRN, la capitale Port-au-Prince, tu as le centre FIFA Gaulle, qui d'ailleurs était un ranch qui appartenait au Duvalier avant. Bon, bref. Et ce centre FIFA Gaulle, outre qu'il y ait des filles qui ont dû avorter à l'âge de 14-15 ans avec l'ancien président de la fédération, qui était financé par la FIFA, il ne faut jamais oublier quand même, dans ce centre-là, tu as un petit qui s'est suicidé suite aux abus de cet ancien ministre des Sports. Donc j'aimerais saluer sa famille, j'aimerais le saluer lui là où il nous regarde, probablement. Penser à lui, à tous les autres. Et que justement, ce qu'on fait aujourd'hui, il faut que les gens comprennent, c'est qu'on dit non à l'impunité. Parce que plus on gardera le silence, plus ces monstres pourront agir sans problème. Il est temps de dire stop. C'est pour ça que je te remercie encore. Et voilà, je remercie pas, c'est mon devoir. Tout a commencé là-bas. Un message à eux. Courage, et on y arrivera. Haïti, la Mecque de la cause africaine, les vrais le savent. On sera de retour prochainement. Et pour tous les autres pays évoqués, de toute façon, c'est l'humanité globalement qui est touchée. On est ensemble. Merci infiniment, Romain. C'est une première séquence, il y en aura d'autres. On va suivre les travaux de près. Et nous-mêmes, par rapport à ce qui nous est rapporté, c'est des choses qu'on va désormais
continuellement évoquer en fonction de nos possibilités. Parce qu'il n'y a pas un système d'oppression sans que diverses tentacules soient évoquées. Et ce système d'oppression, il est global de manière générale. Il touche notre peuple en priorité, mais il touche l'être humain dans sa globalité. Et ça va dans toutes les couches. En Occident, là, des gens sont victimes de pédocriminalité, des gens parfois au sein de familles très riches, aussi bien issus du prolétariat. Ça dépasse les classes sociales, etc. Et donc, on doit en parler, c'est un problème universel. Je vous remercie infiniment. Je te remercie infiniment, Romain. Et on se tient au jus très rapidement. On va continuer à évoquer ces sujets. Merci Force beaucoup. à vous tous. Ils finiront par comprendre. Merci.